À la fin de ces 12 journées, on trouve une province non trop grande, car elle mesure 3 journées en tous sens, et est appelée Vaucan, le Waran. Nous passons à Kazideh, petit village d'où nous étions partis en 1966 pour aller gravir le Noshak, sommet de 7492 mètres, situé à 2 jours de marche de là. Nous retrouvons des porteurs que nous avions connus 2 ans auparavant. Nous apprenons que certains font le service militaire à Faizabad, que d'autres sont morts. L'on nous amène les malades du village, et Dieu sait s'il y en a. Nous leur donnons un peu de nourriture et quelques vêtements dont nous nous étions munis à cette intention. Nous mettons 3 heures pour franchir ce torrent, qui descend du front des glaciers situé à moins de 2 km de la vallée. Les flancs de la montagne que l'on aperçoit au fond sur la gauche sont en Union soviétique. Nous roulions souvent à moins de 100 mètres de la frontière, qui longe la Bipanja, rivière qui coule le long de la vallée d'est en ouest. Après les passages dans l'eau, les grosses pierres, les fortes montées, nous trouvons du sable. Sur près de 1 km en légère montée, le camion dut encore une fois nous tirer. Et nous arrivons enfin, un soir, au terminus de notre route. Voilà 1 mois que nous sommes partis de France, 1 mois que nous avons roulé sans arrêt. Les 800 derniers kilomètres entre Kaboul et Kalapanja, où nous déchargeons les voitures, nous ont demandé 1 semaine d'efforts. Nous voici enfin au pied de l'Hindoukouche, très près des vallées que nous voulons explorer. Nous déchargeons 27 caisses d'un poids variant entre 20 et 40 kilos et installons notre campement. Pour la première fois depuis 1 mois, nous plantons une tente. En effet, pendant tout le voyage, nous bivouaquions, jetant la nuit venue tous nos bagages, ça et là, au bord de la piste, dormant n'importe où. En partant de la gauche et en suivant le trait blanc qui constitue la piste, nous voyons Kalapanja. Nous avons laissé nos voitures. De part et d'autre du Waran se dressent 2 chaînes de montagnes parallèles, Pamir au nord et Hindoukouche au sud. 4 pays entourent ces montagnes, URSS, Chine, Pakistan, Afghanistan. À droite, le Karakoram marque le début de l'Himalaya proprement dit. Temps pour une première reconnaissance, avant de choisir exactement la vallée que nous explorerons. Nous continuons toujours vers l'est. Comme il n'y a plus de route, nous partons à cheval. La carte de cette région très incomplète ne comporte aucune indication sur les vallées qui nous intéressent. Depuis 1 siècle, les habitants du Waran, ici ce sont des femmes, vivent coupés de tout, ne voyant qu'exceptionnellement des étrangers lorsque passe une caravane qui se rend au Pamir. Alors qu'autrefois, et ce jusqu'à la fin du 19e siècle, les voyageurs passaient habituellement par là pour se rendre en Chine. Après 1 jour de reconnaissance, nous revenons à notre campement, qui est entouré d'une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et d'enfants. La population du Waran est peu nombreuse, peut-être 4 à 5 000 âmes. Dans ce couloir long de 200 km et bordé de sommets de 7000 mètres, le climat est très rude et peu favorable à la vie. Le fond de la vallée, à 2500 mètres d'altitude, est très étroit. Sa largeur varie de 1 à 10 km. Imaginez en quelque sorte une vallée de Chamonix, longue de 200 km, et qui serait dominée par des sommets dépassant les 7000 mètres. L'hiver est particulièrement rigoureux, bien que relativement peu enneigé. Mais un vent sec et très froid,
venus des plaines d'Asie centrale, s'engouffrent dans ce couloir, brûlant tout sur son passage. Au mois de septembre, lorsque nous sommes partis, il gelait la nuit dans la vallée. La mousson, cependant, n'atteint que très rarement cette région. Le premier médecin est à Faizabad, à 250 km de là. Il ne vient jamais ici et les Warani ne vont jamais le voir. La mortalité est assez élevée et ceux qui survivent sont de forte nature. Là, plus qu'ailleurs, la sélection naturelle exerce une loi sévère et impitoyable. Cultivant leurs maigres champs de céréales, blé, avoine, millet, ils vivent dans la hantise d'une disette chronique. La saison la plus difficile pour eux est celle du début de l'été. Lorsque les réserves de l'année précédente épuisées, ils sont contraints d'attendre le mois de septembre. Très souvent, des malades arrivaient à pied ou à cheval de 30 ou 40 km de là. Nous, Européens, nous devions apporter des remèdes à tous leurs maux. Comme il n'y avait pas de docteur avec nous et que notre science médicale n'était pas très étendue, nous nous bornions à leur administrer vitamines B et C et aspirine, dans notre campement devenu une véritable cour des miracles. Le départ vers la haute montagne est proche. Les porteurs viennent saisir l'occasion unique de gagner un peu d'argent, ce qui est exceptionnel dans la vallée, les échanges se faisant sur le principe du troc. Au cours de la première journée de marche d'approche, les porteurs peuvent utiliser mulets et ânes, ce qui sera impossible le second jour, car nous remonterons un glacier. Nous avons laissé les voitures à Ishmourg, après avoir suivi la piste marquée d'un trait blanc qui entre dans la carte en haut à gauche. Le tracé en pointillé qui descend vers le sud, le bas de la carte, indique l'itinéraire du premier jour de marche. Le second jour, nous arrivons au premier camp de base. Nous avons dû établir un camp de base provisoire à la suite de difficultés avec les porteurs, qui parvenus à l'altitude de 3500 mètres, n'ont plus voulu continuer. Après une reconnaissance vers les hauts plateaux, nous avons décidé d'établir le camp de base à 4000 mètres, ce que nous avons fait 10 jours après notre arrivée dans les montagnes. Marco Polo dit des Warani qu'ils sont très bons chasseurs et prennent assez de gibier, et n'ont d'autre vêtements que les peaux de bêtes qu'ils attrapent, qu'ils travaillent à leur manière, et dont ils font bottes et robes, et ils savent tous comment traiter les peaux, et chacun sait traiter les peaux pour ses propres bottes et habits. Les porteurs marchent souvent pieds nus pour ne pas user leurs chaussures, qui sont de simples bottines. Leurs habits sont faits de peaux de mouton ou de chèvre. Les Warani ont de beaux chevaux. Ces fières montures, l'une de leurs plus grandes richesses, font songer aux chevaux qui ont porté les grands conquérants venus d'Asie centrale jusqu'aux portes de l'Europe, suivant un itinéraire qui empruntait souvent les défilés du Waran. Au cours de route, les porteurs ne boivent pas l'eau limpide qui jaillit çà et là dans la montagne, mais uniquement de l'eau terreuse chargée de sable. Lorsque nous prenions un peu de cette eau, un dépôt assez consistant de limon grisâtre se formait dans le creux de notre main. Mais voici les premiers sommets vers lesquels nous allons monter. Hormis quelques bosquets situés à proximité des petits hameaux, l'ensemble de la vallée est caillouteux et désertique. Les cultures ne recouvrent qu'une faible partie de cette vallée déjà très étroite. Sarkand, dernier hameau avant la haute montagne, compte 5 ranas. La rana est une maison où vit la famille, parents, grands-parents, enfants, oncles et tantes. 3 vaches, une vingtaine de chèvres et de moutons constituent la principale richesse des 50 habitants de ce village. Le gros bourg le plus proche, Kalapanja,
compte 400 habitants répartis en une cinquantaine de khanas, entourés de petits jardins. Nous avions acheté à Faizabad pour les porteurs riz, thé, sucre, farine, tout ce qui constitue la base de leur alimentation, puisque leur nourriture repose sur le nan, galette de pain accompagnée de thé sans sucre et de temps à autre d'un bol de lait. Ils mangent exceptionnellement de la viande, car tuer une bête représente pour eux une perte d'argent considérable. Malgré le dénuement difficilement imaginable dans lequel ils vivent, les habitants d'un même village possèdent un sens assez poussé de la solidarité. Souvent, les porteurs mettaient dans leur poche la nourriture que nous leur donnions pour la descendre à leur famille, femmes, enfants, vieillards, malades. Les Warani n'ont d'autre remède pour soigner leurs maux que de recourir au bon secours de l'amulette qu'ils portent accrochée sur la poitrine. En principe musulmans, ils ne manifestent pas une très grande ferveur. Repliés sur eux-mêmes dans cette vallée encaissée, ils subissent une série d'influences particulières liées aux montagnes qui les entourent. Ce Warani qui transporte des herbes sèches doit sans cesse résoudre le délicat problème de l'approvisionnement en combustible. Car dans cette région très froide, il n'y a pas de bois, comme d'ailleurs dans tout l'Afghanistan, à l'exception du Nouristan, au sud de l'Hindoukouche. Le chef du village est venu nous inviter chez lui. L'un de ses fils était malade et nous devions le soigner. Pendant qu'il servait un repas à ses hôtes d'un jour, ni lui, ni les gens du village qui étaient là à nous regarder ne mangeaient. Le repas était exceptionnellement composé de viande, de thé avec du sucre et de quelques pommes qu'il avait fait venir de Faizabad. Grande autorité locale, il nous emmène chez lui, au village de Kalapanja, distant de 2 à 3 kilomètres. Les cornes d'ibex surmontent l'entrée de sa maison. Elles n'ont rien de semblable avec les cornes de Marco Polo qu'il nous a offertes ce jour-là. Les Marco Polo sont d'énormes moutons qu'on trouve au Pamir et qui portent ce nom sans doute parce que Marco Polo a été l'un des premiers voyageurs européens à en parler. Et la petite fête, organisée en notre honneur, s'est poursuivie par des